Bonjour. Pour ce quatrième cours de culture scientifique, pour la première partie, donc je vais vous présenter une histoire de la révolution scientifique au XVIIe siècle, l'irruption de la méthode scientifique, présentation. Bonjour. Pour ce quatrième cours de culture scientifique, et c'est pour la première partie, je vais vous présenter une histoire de la révolution scientifique au XVIIe siècle, l'irruption de la méthode scientifique, présentation. D'abord quelques ouvrages, donc bien sûr énormément d'ouvrages sur Galilée, sur Newton, les grands personnages de cette époque. Qui a été autour de Galilée et de Newton lors de cette révolution scientifique? Eh bien, on rencontre bien sûr Copernic, Copernic avec cette idée d'héliocentrisme qui s'oppose à la vision avant du géocentrisme. Un grand astronome, Tycho Brahe, le Danois, Copernic étant polonais, qui lui va plutôt être un observateur du ciel, qui va laisser des mesures très précises pour son époque. Et celui qui va les interpréter, c'est Kepler, avec ses trois lois, que nous verrons, à la mécanique céleste, on dit, et bien sûr Galilée, qui va nous laisser la mécanique terrestre. Newton synthétisant l'ensemble dans la mécanique newtonienne. Et dans l'histoire de la mécanique, pour resituer, on a la mécanique aristotélicienne avec les Grecs, et puis la mécanique newtonienne au XVIIe siècle et la mécanique einsteinienne au XXe siècle. Avec ses principaux personnages, bien sûr Aristote, Ptolémée, les 5 personnages que l'on vient de voir autour de la mécanique newtonienne, et Einstein tout seul. Bien sûr, Einstein, c'est incroyable cet homme, à 26 ans, c'est 5 articles, puis quelques années plus tard, le dernier sur la relativité générale, simplement il met en équation l'univers. Une première phrase de Galilée, qui paraît dans son livre L'Essayeur, en 1623, son procès a lieu en 1633. Donc c'est déjà un monsieur d'un certain âge à cette époque-là, il est né en 64. La philosophie est écrite dans cet immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers, mais on ne peut le comprendre si l'on ne s'applique d'abord à en comprendre la langue et à connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit dans la langue mathématique et ces caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques, sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Sans eux, c'est une errance vaine dans un labyrinthe obscur. Donc la science doit se donner pour projet de mettre la nature en équation dans la langue mathématique. C'est le programme que se propose Galilée et c'est, on pense, être le premier homme qui va mettre en équation la loi de la chute des corps. Donc un petit peu d'épistémologie des sciences avec Albert. Donc c'est un document dans lequel on entendait Albert Einstein dire ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Comment se fait-il que nous puissions coller des équations aux phénomènes naturels? Voilà. Descartes avec cette phrase très célèbre dans laquelle il dit il faut abandonner cette philosophie spéculative, il faut aller vers bien justement cette réflexion scientifique comme nous l'employons aujourd'hui. D'ailleurs, nous sommes cartésiens, il nous laisse la méthode, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Donc cette phrase qui se retourne aujourd'hui contre nous, avec le problème du dérèglement climatique. La société à l'époque de la révolution scientifique, 17e, la scolastique, l'interprétation de la Bible à travers la pensée aristotélicienne, l'enseignement de la théologie, de la philosophie dans les universités. Donc c'est ça la scolastique, et concrètement, c'est l'apport de la philosophie grecque, donc particulièrement Aristote. Et la théologie chrétienne adhérera à la philosophie et à la mécanique, le travail d'Aristote. Donc Aristote, de nombreux livres, bien sûr, il a balayé la culture de son époque. Le deuxième point, c'est les grands voyages, Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan, et oui, c'est l'époque où on découvre l'Amérique, bien qu'on sait aujourd'hui que probablement d'autres personnes étaient venues avant sur cette Amérique, les Vikings, peut-être aussi les gens à travers le détroit de Bering qui sont passés. La route des Indes, donc on fait le tour de l'Afrique, le cap de Bonne-Espérance, Vasco de Gama, et le tour du monde avec Magellan qui va faire ce tour du monde pour la première fois probablement. L'invention de l'imprimerie, donc c'est une grande importance, bien sûr Gutenberg. Avant l'imprimerie, on est obligé de recopier les livres, bien sûr, à la main, et ce qu'on appelle des incunables. Avant 1500, ces livres étaient écrits à la main, et après, on voit les presses, etc. On va pouvoir dupliquer les livres. L'humanisme, la culture antique, la place de l'individu, la liberté de conscience, donc le grand personnage Léonard de Vinci qui dessine ce magnifique personnage, l'homme de Vitruve, c'est le symbole de l'humanisme, l'homme au centre.
Donc on va retrouver aussi bien sûr comme d'habitude les textes antiques. La réforme protestante et la contre-réforme dans l'Église catholique. Donc on voit Martin Luther qui va plaquer sur la porte de son église 95 thèses, 95 points, sur lesquels il veut protester contre les excès de l'église, les dérives de l'église, et il va créer le protestantisme à Wittenberg, donc dans un État allemand. La contre-réforme, évidemment, le catholicisme réagit, la création de l'ordre des jésuites par Ignace de Loyola en 1540, et la réactivation de l'Inquisition, qui existait déjà, créé par Innocent III en 1199, donc l'Église catholique lutte contre le protestantisme. C'est l'époque où Galilée va vivre. Une révolution dans les arts avec la Renaissance et les ingénieurs. Donc effectivement, on voit arriver ces ingénieurs qui vont, à partir de ce moment-là, commencer à nous laisser toutes les créations dans le domaine industriel qui va naître par la suite, etc. Le rôle des ingénieurs, donc c'est encore des artistes bien sûr, avec cette perspective, le Quattrocento italien, le 15e, l'irruption de la perspective en peinture qui permettra le dessin industriel, c'est une grande révolution. Donc on voit dans ce petit film comment Brunelleschi va mettre en place cette perspective. Léonard de Vinci, donc le Clos Lucé en Boise, où on voit tout un tas d'œuvres de cet homme qui était incroyablement prolifique, autant observateur, scientifique, anatomiste, bien sûr peintre, tous ces objets qu'il avait dessinés, qui pour quelques-uns vont devenir des objets de notre quotidien, et l'humanisme qu'on avait vu. Donc dans ce petit film, on voit la révolution du dessin du corps, avec le réalisme de Léonard de Vinci qui devait disséquer, bien qu'à l'époque ce soit interdit, et on passe des dessins simplistes d'un enfant au dessin d'un corps avec les muscles, les nerfs, etc. C'est impressionnant, cette révolution. Donc cette révolution, c'est autour de la vision que l'on a de l'univers, on dirait, du ciel, ce qui nous entoure. Donc aujourd'hui, c'est une hypothèse scientifique qui explique l'histoire de l'univers. L'univers a une histoire, il y a une évolution. Donc il y a environ 13,7 milliards d'années, le Big Bang, cette théorie que l'on appelle Big Bang, précise que l'univers était extrêmement chaud et dense, rempli de rayonnement et en expansion. Donc une image d'artiste fausse, bien sûr, puisqu'on ne sait pas représenter l'univers, parce que l'univers, par définition, c'est le tout. Donc là, il a représenté un volume, et on voit au départ quelque chose que l'on ne s'explique pas. Et puis, cette expansion de l'espace-temps, la matière étant extrêmement chaude ici, elle est toute dissociée, et puis les particules vont s'assembler pour former la matière. Et donc aujourd'hui, des galaxies, un milliard de galaxies qui contiennent des milliards d'étoiles dans chaque galaxie. Et nous sommes autour d'une des étoiles dans la galaxie, la Voie lactée, et c'est notre Soleil. La galaxie la plus proche de la Voie lactée, c'est la galaxie d'Andromède, 2,3 millions d'années-lumière. Qu'est-ce que veut dire année-lumière? C'est à peu près 10 000 milliards de kilomètres. C'est la trajet parcourue par la lumière en une année à la vitesse de 300 000 km par seconde. Donc c'est impressionnant, c'est 1000 millions de km/h, donc ça va très très vite la lumière. Et regardez les distances, comme on est obligé de les calculer, en années-lumière. La Voie lactée, donc c'est les milliards d'étoiles qui constituent notre galaxie. Donc notre Soleil est sur un bord, notre galaxie est spiralée. Les distances, oui, ça s'exprime en années-lumière, on voit, on ne retiendra pas, mais quelques 100 000 années-lumière de diamètre et 1000 années-lumière d'épaisseur, voilà, ça se représente comme ça. Le Soleil est à 26 000 années-lumière du centre. L'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima du Centaure, Proxima, 4 années-lumière, à comparer tout à l'heure avec les millions d'années-lumière pour la Voie lactée. La galaxie d'Andromède entre la galaxie que l'on appelle la Voie lactée dans laquelle nous sommes. Donc c'est des distances effroyables. Maintenant, dans notre système solaire, on voit les planètes avec les distances qui vont s'exprimer en minutes-lumière. Bien sûr, on n'est pas en millions d'années-lumière, on n'est pas en années-lumière, on est en minutes-lumière autour de notre Soleil. Et on voit toutes les planètes qui entourent notre Soleil. Tout bouge, bien sûr. Donc la rotation de la Terre autour du Soleil va provoquer les saisons, donc je ne rentre pas dans le détail, regardez les petits films, si ça vous intéresse. La rotation de la Terre autour du Soleil va provoquer les saisons, ce qu'on appelle les solstices, les moments où les rayons du Soleil atteignent leur extrême méridional et septentrional par rapport à l'équateur céleste. Perpendiculaire au plan de l'écliptique, ça veut dire le plan dans lequel tourne la Terre. Mais son axe est incliné, donc ce qui va provoquer les saisons. Ce qu'on voit ici avec les signes du zodiaque, il y a toute une polémique, bien sûr. Les signes du zodiaque ne correspondent plus
comme ils ont été définis au moment des Grecs, et aujourd'hui ne correspondent plus avec la précession des équinoxes. Je rentre dans le détail. La Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil à une vitesse folle. C'est 1500 km/h sur elle-même, et je crois que c'est 150 000 km/h autour du Soleil. Et bien sûr, tout ça tournant, les amas de galaxies, etc. Tout bouge dans l'univers. Donc les premières traces d'une conception d'un modèle de l'univers, on les a avec les Babyloniens, les Égyptiens, les premières traces écrites, donc de l'explication par les esprits, par les dieux, et puis par la raison. Donc chez les Mésopotamiens, moins 3000 avant Jésus-Christ, on voit ce coquillage, avec ici la rotation la nuit, on voit bien que les étoiles bougent, la journée, le soleil, la lune, ça bouge. Donc on s'imaginait le monde comme étant un monde plat, la Terre était plate. Et qu'est-ce qui se passait? Le matin, les étoiles rentraient sous la Terre et ressortaient le soir. Donc c'est une vision très enfantine que l'on trouve. Puis les dieux arrivent. Donc les Égyptiens, toute la mythologie va arriver, des Grecs, etc. Donc chez les Égyptiens, on voit que le soleil, c'est l'œil d'un dieu qui s'appelle Ra. Les étoiles sont collées sur le corps d'une femme. Et la terre, c'est le dieu Geb. Et tous les soirs, donc on a vu les étoiles rentrent dans les enfers, sous nos pieds, et luttent contre un serpent, mais en sortent vainqueurs à chaque fois. Voilà, la lune fait pareil, c'est une mythologie. On appelle le miracle grec. Bon, il y a une tentative effectivement d'appliquer la raison au phénomène que l'on observe, et les deux grands personnages, c'est Platon, que l'on voit montrer le ciel du doigt, le mythe de la caverne, le domaine des idées, Aristote, qui montre avec sa paume le sol, en disant « on observe », un grand observateur. Donc là, c'est une fresque murale qui est au Vatican, et c'est un tableau de Raphaël. Donc la représentation du monde des Grecs, l'école de Platon, le géocentrisme, la Terre est au centre, les planètes tournent autour de la Terre, celles qu'ils avaient observées à l'époque, tournent sur des sphères concentriques, cristallines, matérialisées, parce que la planète, sinon elle tomberait, tournant autour de la Terre sphérique. Donc on voit un commentaire de la physique d'Aristote par Simplicius, à peu près 500 après Jésus-Christ. Platon pose alors ce problème aux mathématiciens: quels sont les mouvements circulaires uniformes et parfaitement réguliers qu'il convient de prendre pour hypothèse afin que l'on puisse sauver les apparences que les astres errants présentent. Donc ce qu'ils observaient, c'est ce qu'ils appelaient des apparences. Platon impose au mouvement des corps célestes d'être circulaire, uniforme et régulier. Bien sûr, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc voilà la représentation du monde. La Terre est au centre, on voit la Lune, le Soleil, puis après les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, celles connues à l'époque, les 7 sphères, on voit, et la dernière sphère sur laquelle les étoiles sont collées comme des gommettes. Ça va être quelque chose qui va perdurer très longtemps. Donc les étoiles tournent, voilà, il y a un axe de rotation. Alors on voit la sphère tournante des étoiles fixes ferme l'univers. L'univers est clos, c'est aussi quelque chose de remarquable. Son axe de rotation est l'axe du monde et tourne quotidiennement, ce qu'on appelle le jour sidéral ou le jour solaire. Un problème difficile à résoudre avec le modèle des sphères qu'on vient de voir, c'est le mouvement apparent rétrograde de Mars. Vu de la Terre dans le système héliocentrique que nous admettons aujourd'hui, eh bien, vu de la Terre, on voit la planète Mars qui a une vitesse supérieure à celle de la Terre lors de sa rotation autour du Soleil. Eh bien, à un moment donné, selon les rotations, on voit bien que Mars va rétrograder. Donc, si regardez, selon les vitesses de rotation des deux planètes, eh bien, on la voit reculer. Et ça, c'était incroyable, quoi. C'était inexplicable. On a une vision sur ce petit film, la rétrogradation de Mars. Que vont faire les Grecs? Ils vont rajouter des sphères sur des sphères, ils vont décentrer, les axes de rotation vont être différents, mais ça devient très compliqué. La dichotomie de l'univers par Aristote et les deux types de mouvements. Donc comment voyait les choses Aristote? Il y a le monde sublunaire, la Terre, sphérique, ça change. Les choses meurent, naissent et meurent. La matière, c'est composé de quoi? Terre, eau, air, feu, on dit les 4 éléments. Les mouvements rectilignes, oui, on n'arrivait pas à expliquer qu'il puisse y avoir d'autres mouvements, ce que Galilée va nous montrer avec la trajectoire parabolique. Les corps légers, ils s'élèvent parce qu'ils sont légers. Les corps lourds tombent parce qu'ils sont lourds. Le monde supralunaire, le cosmos, donc au-delà de la Terre, c'est tout géocentrique, tout tourne autour de la Terre. Le monde de l'immuable, dans le ciel, rien ne bouge, alors que ce n'est pas vrai. Il y a très longtemps, les Chinois, on avait des traces de supernovas, des étoiles qui naissent et qui meurent. Mouvement circulaire, il faudra attendre Kepler, le 17e, 1617, pour se rendre compte que non, c'est elliptique. Un 5e élément, l'éther, uniquement présent dans le monde céleste, donc qui permettait de comprendre
la propagation de la lumière dans le vide, quoi. Globalement, ça est resté jusqu'à Einstein, début du XXe siècle. Einstein va dire « je n'ai pas besoin de l'éther ». La cause des mouvements des corps, il y a les mouvements naturels. Les corps tombent au sol en vertu de leur lourdeur, la gravité s'élève en vertu de leur légèreté. Les mouvements forcés, le mouvement est causé par des forces extérieures, interfèrent avec le mouvement naturel. Et il y a des mouvements volontaires, le mouvement est provoqué par la volonté des créatures vivantes. Donc on voit bien qu'on ne voit plus du tout les choses de la même façon. Les relations entre force et vitesse, tout ce qui bouge doit être mu, disait Aristote, et la vitesse est proportionnelle à la force. Eh bien non, Newton va corriger, c'est faux, c'est l'accélération qui est liée à la force. Donc le vide ne peut exister, cette idée que le vide, on n'arrive pas à le concevoir. Et aujourd'hui, que veut dire le vide? C'est ce qu'on appelle un vide quantique aujourd'hui, vide d'énergie, quoi. Tout est énergie dans le monde quantique, infiniment petit. Donc, à un moment, au cours de l'école pythagoricienne, à 5 siècles avant Jésus-Christ, déjà on se posait la question, cet univers, est-il fini ou infini? L'univers fini est-il imaginable? Non, si je vais aux limites de l'univers, je tends la main, je passe par-dessus les limites, mais je repousse les limites. Donc c'est très étrange. Voilà. Est-ce qu'il y a une frontière? Qu'y a-t-il au-delà? C'est les questions qui sont encore d'actualité. Ptolémée, donc la solution au problème de la rétrogradation des planètes, donc l'Almageste, le livre célèbre, les livres célèbres de Ptolémée. Ptolémée, on voit, a vécu de l'autre côté de la Méditerranée, à Alexandrie, je crois qu'il a été directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc il va avoir une idée géniale, les déférents et les équants, la solution de Ptolémée. Eh bien, on voit que lui va changer la géométrie. Bien sûr, c'est des modèles géométriques, des rotations des planètes autour de la Terre. Il n'y a pas d'équation. L'algèbre arrivera qu'au XVIe, XVIIe avec Galilée, Newton. Et donc là, on voit que la Terre, il l'a décentrée, ce qui est une très bonne idée, puisque aujourd'hui, notre Soleil est décentré sur un des foyers de l'ellipse. Et puis, donc de l'autre côté, c'est le centre de rotation des planètes autour de la Terre. On voit cette planète, par exemple Mars, qui est coincée sur une petite sphère de cristal, qui roule sur une grande sphère de cristal, comme un caillou coincé dans une roue de vélo. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle une épicycloïde, le mouvement de la planète autour de sa petite sphère qui roule sur la grande sphère, qu'on appelle l'équant, et le déférent. Et tout ça va faire que... alors oui, c'est le centre, l'équant, c'est le centre de rotation. Déférent, je pense, c'est la trajectoire, ce cercle, ce grand cercle. Après, il y a le petit cercle. Donc voilà, on a compris que effectivement, ça expliquerait la rétrogradation de Mars au cours de sa rotation autour de la Terre. Donc, modèle de Ptolémée, c'est génial. Alors, le monde selon Ptolémée, je vous ai mis cette carte qui est très étonnante pour nous, puisqu'il n'y a pas l'Amérique. On ne voit pas l'Amérique. Donc, c'est une vision de cette époque, bien sûr. Donc là, il y a un petit film sur la découverte de cette représentation du monde sur un système physique. C'est-à-dire les Grecs avaient été capables de construire un petit objet qui permettait de voir les rotations des planètes autour de la Terre. C'est incroyablement sophistiqué. Donc l'historien dit qu'ils ont eu énormément de mal à le reconstituer. Le système du monde de Ptolémée, le ciel est une vaste sphère fermée sur laquelle sont fixées les étoiles, bien sûr, le monde est clos. La Terre est également une sphère, donc les résurgences de la Terre est plate, les platistes, comme on dit aux États-Unis, c'est vraiment un obscurantisme. La Terre est également une sphère, pourquoi? Les Grecs avaient des explications, bien sûr. En effet, le soleil ne se lève et ne se couche pas à la même heure pour tous les habitants de la Terre, de chaque côté de la Méditerranée, ils voyageaient. Sur mer, les sommets des montagnes apparaissent avant leur base, toute personne qui a fait de la voile s'en est rendu compte. La Terre occupe le centre des cieux, sinon on verrait plus d'étoiles d'un côté des cieux que de l'autre. La Terre est Alors, c'est quand même assez rigolo aussi. Donc, si on n'était pas au centre, sur la sphère des étoiles, il y aurait beaucoup plus d'étoiles d'un côté que de l'autre. On aurait le nez collé aux étoiles. La Terre est immobile, elle n'est animée ni d'un mouvement rectiligne, elle ne serait plus au centre sinon, ni d'un mouvement de rotation, sinon les objets s'envoleraient sous l'action de la force centrifuge. On avait compris. Et les oiseaux n'auraient pas à battre des ailes pour voler vers l'ouest. Ça va être un argument qui va être retenu lors du procès de Galilée, qui est très surprenant pour nous. Si un oiseau est posé sur notre maison, il s'élève dans l'air, à ce moment-là, il voit la Terre tourner. Mais non, il faut qu'il vole pour que il s'éloigne de notre maison. Donc non, ça ne bouge pas, la Terre est fixe. Tout mouvement céleste est un mouvement circulaire uniforme. Pour rendre compte des mouvements irréguliers, ce qu'on appelait les astres errants, les planètes, on fait appel à des épicycles, donc la fameuse trajectoire épicycloïdale, petit cercle dont le centre se trouve lui-même sur un grand cercle. Le système du monde de Ptolémée s'imposera pendant 1500 ans, jusqu'à la révolution copernico-galiléenne. Eh bien, je vous remercie. Au revoir.